Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je reçois aujourd'hui et pour la première fois dans Milkshaker, Véronique Darmanja. Elle est consultante en lactation IBCLC, créatrice à Paris d'un centre dédié à l'allaitement et formatrice sur tous les sujets attenant à l'allaitement pour les professionnels soucieux de s'informer correctement. Pour cette première avec elle, je lui ai demandé de nous parler d'allaitement en cas de césarienne. Pour commencer, on brise les idées reçues qui circulent sur le sujet. Montée de lait plus tardive, moins de lait, est-ce vrai et pourquoi dit-on cela ? On se demandera ensuite quelle est la conduite à tenir en cas de césarienne, qu'elle soit d'urgence ou programmée, pour mettre en place un allaitement sereinement. Mais aussi comment gérer les douleurs de ce postpartum particulier, quelle position d'allaitement adopter par exemple. Douleurs liées à la cicatrisation ou aux tranchées sur cet utérus cicatriciel, en passant par une possible douleur psychique d'un accouchement qu'on avait peut-être imaginé autrement. Véronique vous explique tout et vous donne tous ses tips pour mener à bien votre projet. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Véronique, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Véronique, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent parce que c'est ta première intervention dans Milkshaker ? Alors, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC depuis 2005, donc ça fait longtemps. J'ai aussi créé un centre allaitement sur Paris pour les parents et pour les professionnels de santé, pour que les parents puissent trouver toute l'aide dont ils ont besoin pour répondre à toutes leurs questions autour de l'allaitement et pour que les professionnels puissent aussi trouver de l'aide et des formations. Ok, très bien. En fait, moi, l'histoire, elle a commencé ici, parce que c'est Véronique qui a commencé à me former sur les sujets allaitement, et c'est comme ça que j'ai un peu orienté ma pratique vers les troubles de succion du nourrisson. Donc voilà, back to the beginning, c'est avec Véronique que tout a commencé. Alors du coup, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler allaitement et césarienne. La semaine dernière, le dernier épisode sera sorti et ce sera un témoignage sur allaitement en cas de césarienne. Et donc, ça va faire naître éventuellement plein de questions. Il y a des idées reçues qui circulent autour de l'allaitement, de la mise en place en particulier de l'allaitement après une césarienne. Et on va commencer dans le vif du sujet de Milkshaker. On va commencer par briser les idées reçues qui sont alors, j'ai eu une césarienne, il paraît que ça va retarder ma montée de lait, il paraît que je vais avoir moins de lait et que tout se joue dans les 2 heures où le bébé sort du ventre de sa maman et qu'il faut qu'il soit tout de suite en train de téter, etc. Et on sait qu'en cas de césarienne, parfois on est séparés. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que tout ça, c'est vrai ? Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans l'état actuel de l'accompagnement des mamans en maternité quand elles ont une césarienne. Mais c'est pas une fatalité, loin de là. Alors, en ce qui concerne le retard à la montée de lait. Le retard à la montée de lait, il est pas censé... La césarienne en soi ne doit pas retarder la montée de lait. Mais ce qui va se passer souvent, c'est que la maman, du coup, elle est douloureuse après sa césarienne. Elle va avoir du mal à se lever pour aller prendre son bébé dans son berceau. Elle va pas être à l'aise pour le mettre au sein. Et du coup, souvent, en fait, elle va moins mettre son bébé au sein après une césarienne. Elle va retarder les tétés souvent parce que ça peut faire mal. On va certainement en parler après. Et du coup, on va avoir un bébé qui va téter moins souvent. Et c'est ça qui retarde la montée de lait. D'accord. Parce que pour avoir une montée de lait qui se mette en place le plus rapidement possible et le plus facilement possible, il faut avoir un bébé qui tète souvent
dès la naissance, dès les premières 24 heures, qui tètent très très régulièrement et qui dépassent jamais 3 heures entre deux tétées au tout début. Et en fait, avec une césarienne, c'est souvent ça le problème. Donc du coup, si on veut avoir des tétées fréquentes, ça veut dire qu'il faut accompagner cette maman pour qu'elle soit confortable pour allaiter et pour allaiter souvent. Et pour ça, il faut l'accompagner notamment pour qu'elle soit dans une position confortable. Or, très souvent, on montre aux mamans à allaiter dans 2 positions en maternité. Ouais. Souvent, on leur montre soit en madone. Donc, vous voyez une maman qui est assise droite avec un bébé qui est à la perpendiculaire dans ses bras. Ouais, on leur dit asseyez-vous, le fond de la chaise, dos droit, voilà. Placez votre bébé. Ils sont allongés en fait. Ils sont maman est verticale, bébé est horizontal. Et si on vient d'avoir une césarienne, s'asseoir comme ça fait mal. Parce qu'on appuie sur la cicatrice de la césarienne, donc c'est absolument pas comme ça qu'une maman va être confortable. Et la deuxième position dont on leur parle souvent, c'est du coup allongez-vous sur le côté, mettez votre bébé face à vous, comme ça vous appuyez pas sur la cicatrice. Sauf qu'à ce moment-là, c'est souvent les petits pieds du bébé qui vont venir cogner dans la cicatrice, et donc c'est pas du tout les positions qui vont marcher au départ. Pour n'importe quel bébé, de toute façon, après une naissance, ce qui est beaucoup plus simple pour lui pour aller téter, c'est de se retrouver en appui ventral sur sa mère et donc avoir une maman qui s'installe confortablement, inclinée vers l'arrière. Souvent, je dis installez-vous comme si vous regardiez un bon film à la télé. En fait, on peut tout à fait adapter cette position-là pour une maman qui a eu une césarienne, de manière à ce que le bébé ne touche pas la cicatrice. Il suffit tout simplement de décaler le bébé un petit peu sur le côté. Et ce qui fait qu'au lieu que ses pieds appuient sur le bas du ventre, les pieds vont appuyer sur la hanche en fait, de la maman. D'accord. Donc la maman va être installée confortablement, ça ne va pas appuyer sur sa cicatrice. Et le bébé, lui, il va être en appui ventral sur sa mère, mais juste décalé sur le côté, en fait, tout simplement. Alors, si la maman elle a vraiment peur que le bébé touche la cicatrice, on peut aussi protéger la cicatrice avec un petit coussin par-dessus pour éviter que le bébé aille y toucher. Ouais. Mais en fait, la plupart du temps, on n'est même pas obligé de faire ça. Ok, donc ça ressemble en fait à une BN modifiée où on décale un peu le bébé à 45 degrés, quoi. Mais c'est en ça fait, la BN, le bébé, il peut être à n'importe quel degré autour du sein du moment qu'il est en appui ventral sur sa mère. La BN, justement, le principe, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. On s'adapte à la maman et au bébé. Oui, parce que souvent, on a l'impression que la BN, moi je sais que les mamans, quand elles viennent en consultation, elles me disent la BN, j'ai du mal. Et puis, en fait, elles pensent que c'est purement vertical, ventre contre ventre, mais dans la même orientation, bébé et maman, l'un vraiment face à l'autre. Et en fait, on peut les basculer de tous les côtés. Exactement. Le bébé, il peut tourner à 360 degrés autour du sein. Du moment qu'il est en appui ventral, il est en BN. Mettez les pieds de votre bébé sur votre tête. Ça fonctionne apparemment. Ça marche dans tous les sens. 360 degrés, on a dit. Ok, d'accord. Donc, du coup, physiologiquement, il n'y a pas de raison que la césarienne retarde la montée de lait. Absolument pas. Donc physiologiquement, la montée de lait, si le bébé tète souvent, elle va arriver au même moment. Okay. Et du coup, si on a un bébé qui a tété souvent, on a une lactation qui se met en place correctement et on n'a pas moins de lait non plus. Et on peut avoir un problème de manque de lait si on a un bébé qui n'a pas assez tété au départ ou pas bien installé. Mais si on a un bébé qui tète efficacement et souvent, on n'a pas moins de lait parce qu'on a eu une césarienne. Non, ok. Même cause, mêmes effets, quoi. Et les études ont bien montré clairement que la césarienne ne retardait pas la montée de lait. Ok, très bien. Donc vous pouvez vous rassurer, vous aurez votre montée de lait comme tout le monde si votre bébé va au sein assez régulièrement, etc. Quid de ces 2 heures en sortant, parce que c'est encore assez fréquent donc en maternité que les mamans soient séparées pendant 2 heures. C'est le temps en fait qu'elles passent en salle de réveil. Après une chirurgie, on passe toujours un temps en salle de réveil pour voir si on est OK pour retourner en chambre. Et donc, il y a certaines maternités qui amènent les bébés aux mamans dans cette période-là, et éventuellement, on peut déjà les mettre au sein. Et puis d'autres maternités où c'est pas possible, c'est pas faisable. Dans ce cas-là, souvent, le bébé, il est en peau à peau avec la deuxième, le conjoint ou la conjointe. Donc, quid de ces 2 heures-là? À quel point elles sont importantes pour la mise en place de l'allaitement? Alors, en fait, il y a 2 questions en une dans cette question-là. D'abord, il faut que vous voyez avec votre maternité, là où vous allez accoucher, en cas de césarienne, comment c'est organisé. Parce que dans les gros hôpitaux, souvent, le bloc opératoire dans lequel on va faire la césarienne, il est au milieu des blocs où on fait toutes les autres opérations. Et donc, la salle de réveil, elle est commune à tous les opérés de toutes les opérations. Et dans ce cas-là, en général, ils ne vont pas amener le bébé en salle de réveil. Par contre, vous avez certaines maternités où le bloc pour les césariennes n'est pas... En fait, c'est un bloc gynéco
En général, c'est plutôt un bloc gynéco qui est séparé des autres blocs avec une salle de réveil séparée. Et dans ce cas-là, ils peuvent amener le bébé en salle de réveil. Donc, c'est déjà intéressant de demander à la maternité où on va accoucher comment étaient organisés les blocs opératoires, la salle de réveil et comment on fait pour avoir le bébé en salle de réveil. Ça, c'est déjà la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, un nouveau-né, en général, il est bien réveillé dans les 2 heures qui suivent la naissance. Mais c'est très vrai pour une naissance par voie basse. Déjà, pour une naissance par césarienne, c'est un poil différent. Parce que le bébé, il n'a pas eu... alors, ça dépend de la césarienne aussi. Si c'est une césarienne où on a eu tout un travail qui avait commencé avant, bah là, le bébé, il a eu le travail. Oui, et c'est quand même un minimum préparé, Voilà, il va être réveillé au moment de la naissance et il va avoir ses 2 heures de réveil. Si c'est une césarienne où il n'y a pas eu de travail avant, votre bébé, on vient le chercher dans le ventre alors qu'il n'était pas prêt du tout. Et on peut avoir des bébés qui sont complètement endormis à la naissance et qui n'ont pas ces 2 heures de vrai réveil où ils sont prêts à téter parce qu'ils n'ont pas eu le processus physiologique qui permet d'être dans cet état-là. D'accord. Donc, oui, effectivement, d'habitude, les bébés, ils sont ces 2 heures de réveil et on se dit que c'est le meilleur moment pour qu'ils tètent. Avec une césarienne, ils ne les ont pas forcément, déjà. Donc, parfois, vous avez des bébés qu'on amène en salle de réveil pour téter, mais qui sont complètement dans les vapes et qui ne tètent pas, en fait. Donc, ça va dépendre de chaque bébé aussi, de chaque maman. Il y a des mamans aussi qui sont pas bien dans la suite de la césarienne juste avant. Il y a des maternités où on met le bébé, où on propose de faire une tétée au bloc directement. Ah oui. Ce qui peut être génial si la maman est bien et si le bébé est bien. Et souvent, les mamans, pendant les césariennes, il y a plein de mamans qui ont des nausées, voire des vomissements. Quand vous avez envie de vomir, vous n'avez pas trop envie d'avoir votre bébé très haut contre vous. Il y a même des mamans qui ont des réactions de rejet vis-à-vis de leur bébé à ce moment-là, tout simplement parce qu'elles sont trop mal. C'est pas parce qu'elles sont des mauvaises mères, pas du tout. Ouais. C'est juste qu'elles sont pas bien du tout. Effet des anesthésiants, etc. Exactement. Donc en fait, on va s'adapter à chaque situation et se dire que regardez comment vous sentez-vous, regardez comment est votre bébé, on va lui proposer le sein dès qu'on peut. On regarde comment ça se passe et puis on va s'adapter. Donc, si le bébé, il n'a pas voulu téter parce qu'il n'était pas en état, ou si on n'a pas pu l'amener à sa maman dans ses 2 premières heures, ou si c'est la maman qui était trop mal pour accepter d'avoir une tétée, à ce moment-là, on va mettre le bébé en peau à peau sur le deuxième parent. Et encore, alors ça, c'est de plus en plus fait dans les maternités, mais ce n'est pas systématique non plus. Ouais. Mais on peut le demander, ce sera beaucoup mieux accepté maintenant, je pense, qu'il y a une dizaine d'années. Et puis, on va voir si déjà le bébé il peut attendre un petit peu avant qu'on lui donne à manger pour qu'il puisse retourner voir sa mère. Ouais. Le bébé, il n'est pas en urgence vitale pour manger dans les heures qui suivent la naissance. Il pourrait très bien attendre 3-4 heures sans que ce soit dramatique. Donc, ne pas se précipiter sur le biberon de préparation pour nourrisson. Oui, parce que c'est souvent ce qui est fait. C'est souvent ce qui est fait. Ça dépend beaucoup des maternités. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une césarienne qui était envisagée d'avance, pas forcément programmée, mais il y a des moments où on sait que l'accouchement il risque de se terminer en césarienne parce qu'il y a tel ou tel critère qui incline par là. On peut aussi tout à fait faire de l'expression manuelle du colostrum pendant la fin de la grossesse et le congeler sous forme de seringue. Pour qu'on apporte les seringues de colostrum à la maternité le jour de la césarienne ou le jour de l'accouchement et que ce soit du colostrum de la maman qui soit donné au bébé par le papa du coup, avec des seringues qui étaient congelées et qu'on a décongelées. Alors évidemment, si vous arrivez avec vos seringues de colostrum congelées et que la maternité n'a jamais fait ça, ils vont vous regarder avec des gros yeux et ils risquent de refuser. Donc il faut en parler avant la naissance du bébé. Mais c'est bien évidemment ce qui serait le plus satisfaisant pour un bébé, d'avoir du colostrum de sa maman dans les quantités habituelles de ce qu'il aurait pris s'il avait été au sein. Et ça peut tout à fait se prévoir et on peut faire de l'expression en fin de grossesse pour avoir des seringues de colostrum congelées. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Si ça n'a pas été fait, si on a une césarienne en urgence, si ce n'était pas du tout envisagé, qu'on n'a pas pu avoir de tétée rapide et qu'on a un bébé qui a besoin de manger
parce que, je ne sais pas, moi, la maman, elle avait par exemple un diabète gestationnel mal Ouais, il équilibré, fait une un bébé qui fait hypoglycémie. une hypoglycémie, des choses comme ça. Eh ben, on va donner à ce moment-là une préparation pour nourrisson au bébé, mais on va éviter le biberon. Clairement, si on peut éviter de la donner au biberon, c'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc, voir avec la maternité si on peut la donner tout simplement à la tasse au bébé pour lui permettre de ne pas commencer ses premières suctions sur un biberon et qu'il puisse aller au sein plus facilement. Et puis, dès que possible, aller remettre le bébé au sein. Ok. Alors après, il faut savoir que même si ça a démarré tout foireux, on peut récupérer des choses dans la majorité des cas. Bien sûr. Et pas hésiter à faire appel à une consultante en lactation quand on sort de la maternité pour essayer de récupérer un allaitement qui a foiré dès le début. Ok, très bien. Donc, si je résume, ma césarienne est programmée, ou il y a de fortes chances qu'il y en ait une, enfin, on sait qu'il y a un risque. On peut, pendant la grossesse, à partir de quand on peut exprimer ce colostrum pendant la grossesse? Ce que je propose en général, c'est de s'y mettre le dernier mois de grossesse. D'accord, donc 37 semaines, quoi. Voilà. d'aménagement. Alors, attention, quand on fait de l'expression manuelle, en fin de grossesse, il ne faut pas en faire 3 fois par jour. Oui, Et c'est- j'allais t'en parler parce que c'est aussi une technique de déclenchement, non, de tirer C'est le ça. lait. Donc, si on le fait une fois par jour, il n'y a pas de risque. On ne va pas Ok. déclencher son accouchement en faisant de l'expression du colostrum une fois par jour. Mais on ne le fait pas plus que ça. Ou alors c'est qu'on veut accoucher, mais Ouais, peut-être pas à oui. 37 semaines. Non, parce que c'est une vraie technique, Oui, c'est une de technique déclenchement. de déclenchement. Parce Tout que à ça fait. déclenche des pics d'ocytocine, c'est ça. Exactement. Ok, donc vous pouvez, à partir de 37 semaines, exprimer manuellement. C'est ça, on tire Oui. pas au Ah non, tire-lait, non, non, à la main. à la main. On exprime manuellement, éventuellement un peu de colostrum, une fois par jour max, et on met ça dans des seringues au congèle. Oui. Et on en parle à la maternité en avance Oui. pour les préparer au fait qu'on va ramener des seringues dans sa valise parce que ça peut un peu les affoler. Si jamais cette césarienne elle n'était pas prévue, qu'on se retrouve dans un système d'urgence, etc., et qu'on n'avait pas préparé le dossier, alors on se met pas la rate au courbouillon si jamais on n'est pas bien ou que le bébé peut pas revenir tout de suite, etc. Il y a quasiment toujours des moyens de rattraper la situation. Dans le meilleur des cas, on ne donne pas de préparation commerciale pour nourrisson. On donne rien si le bébé il peut attendre. S'il ne peut pas attendre et qu'il faut donner une préparation commerciale pour nourrisson, on demande à ce que ce soit donné au doigt, j'imagine, Non, au dalle. à la tasse. Ah oui, à la tasse, tu nous as dit. Parce que le problème du doigt, c'est qu'on a aussi une stimulation très ferme contre le palais. Un doigt, c'est beaucoup plus dur qu'un sein. Tout à fait. Et qu'on peut avoir un bébé qui, après, ne déclenche pas sa succion sur le sein. C'est pour ça que je disais à la D'accord, tasse. C'est vraiment pour à qu'il y la ait pas tasse. d'autres suctions que le sein. Ok, très bien. Bon, je pense que c'est clair pour les deux types de césarienne et ce qu'on fait dans le postpartum immédiat. Rapport ensuite, alors bon, une fois que maman a récupéré son bébé, du coup, on le comprend, il faut en gros mettre en place un allaitement classique, à savoir bébé le plus souvent possible au sein, à la bonne adresse, comme diraient certaines, et quoi d'autre? C'est bien Oui, comme c'est ça. tout. C'est plus le bébé tête, mieux c'est. Alors ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre bébé à portée de main. Ouais. Parce que si vous êtes obligé de vous lever de votre lit pour aller chercher votre bébé alors que vous avez une césarienne et que vous êtes plié en deux pour certaines mères, parce que on va pas se mentir, il y a des mamans qui sont clairement douloureuses, Mhm. alors que d'autres le sont beaucoup moins. Bah, ça reste une cicatrice Ah mais c'est une costaud, opération hein, lourde, ouais. une césarienne. Ouais. Hein, on passe beaucoup de couches. Donc il faut avoir le bébé vraiment à portée de main, pouvoir l'attraper très facilement ou l'avoir sur soi, Mhm. bien installé, bien calé dans le lit pour pas prendre de risques, qu'il puisse pas tomber du lit et qui tète le plus possible. Et plus il est sur sa mère ou sur son deuxième parent, mieux c'est. Ok, très bien. Donc peau à peau, au max. Concernant les douleurs, justement, puisqu'on parlait des douleurs post-césariennes, vont se cumuler les douleurs éventuellement de tranchée, donc ces douleurs que l'utérus crée quand il se contracte en postpartum pour revenir à sa taille initiale. Et on dit qu'elles sont plus fortes en cas de césarienne. Et en plus, on va avoir la douleur de césarienne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de façon générale et concernant l'allaitement pour éviter, gérer ces douleurs? Alors, effectivement, les douleurs de tranchée sont en général nettement plus fortes en cas de césarienne. D'abord parce que si c'est une césarienne qui a eu lieu alors qu'il n'y a pas eu de travail, et donc pas eu de contraction avant, et ben le corps il va compenser en faisant ses contractions
après. Ah ouais. Eh ben oui, parce Il compense. qu'il en a besoin de ces contractions pour pouvoir, pour avoir un utérus qui retrouve sa taille le plus vite possible. Faut pas en fait, quand vous avez accouché par voie basse, les contractions de l'accouchement participent déjà au fait que votre utérus il va retrouver sa taille normale après. D'accord. Et si vous les avez pas eues, il faudra bien les faire à un moment donné. Et donc, quand on a accouché par voie basse, en général, au premier bébé, les mamans, elles sentent pas les douleurs de tranchée. Quand c'est par césarienne, parfois, on les sent dès le premier accouchement. L'utérus, je vous rappelle que pour sortir le bébé, on l'a coupé. Donc, vous avez des tranchées, des contractions de l'utérus sur un utérus cicatriciel. Donc, forcément, ça fait plus mal. On n'a pas le choix. Ouais. Donc, clairement, vous avez... Alors, la douleur, elle est partagée de façon très inégalitaire dans le monde. Vous avez des personnes qui ont très très mal, des personnes qui ont beaucoup moins mal. Ça va dépendre aussi beaucoup de comment a été recousue la maman. Est-ce qu'il y a des agrafes qui sont posées? Est-ce que c'est uniquement des points de suture? Est-ce qu'on a trop serré les agrafes? Ça, c'est quelque chose que je vois relativement souvent. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un pli sous les agrafes et en fait la maman dès qu'elle bouge elle a super mal parce que les agrafes tirent donc oui on a clairement des mamans qui peuvent être très douloureuses après une césarienne et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire une césarienne on va inciser dans plein de couches avant d'arriver au bébé, donc c'est une opération lourde. En plus en général quand on a une opération lourde on vous dit de vous reposer après, mais là vous avez un bébé donc vous pouvez pas vous reposer après. Adieu repos. Voilà. Et en plus pour qu'on n'ait pas d'accident circulatoire etc, on vous demande de vous lever très vite, de marcher très vite, et c'est important de pouvoir le faire, mais ça mobilise. Et du coup, ça peut tirer aussi sur la cicatrice. Donc oui, c'est douloureux. Et les tétés vont augmenter ces douleurs-là parce que à chaque tétée, vous allez faire un pic d'ocytocine et que l'ocytocine va faire contracter encore plus. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir un meilleur résultat après. Vous allez retrouver un utérus bien plus vite au bon endroit. Mais en attendant... Mais du coup, ça rend les tétées franchement douloureuses. Alors, normalement, on vous propose des antidouleurs. Oui. Et vous pouvez les prendre. Si on vous les propose... et que vous avez mal, prenez-les. Ouais, et ça, c'est important à dire, parce que c'est vrai qu'en postpartum, en allaitant, on se dit « Oh là là, je vais éviter de prendre trop de médicaments, etc. » Mais en fait, là, il faut calcer le cercle de la douleur, quoi. C'est ça, et puis en plus, ceux qu'on vous propose, c'est qu'ils sont compatibles avec l'allaitement. On ne va pas vous proposer des antidouleurs que vous ne pouvez pas prendre. Donc, si vous avez mal, prenez-les. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal, en fait, pour les prendre. Il vaut mieux les prendre directement dès le départ et puis les diminuer au fur et à mesure quand on se rend compte que ça va mieux, plutôt que d'attendre d'avoir mal avant de les prendre. D'accord. Donc, si on vous les propose, prenez-les. Si on ne vous les propose pas, demandez-les. Ouais, donc en fait, on fait un peu de prévention sur cette histoire d'anti-inflammatoire. C'est pas forcément des anti-inflammatoires, ça dépend ce qu'on va vous prescrire. Oui, enfin en tout cas les antidouleurs. Mais tout ce qu'on vous prescrit pour la douleur, si vous en avez besoin, vous les prenez. Si on vous les prescrit pas, si on vous les propose pas, demandez-les. Ça c'est vraiment vraiment important. Ça vous empêchera pas d'allaiter, ça va pas rendre votre bébé malade. Enfin, faut vraiment le faire. Et puis se souvenir que cette douleur liée au tété, elle n'a qu'un temps. C'est le temps pour lequel l'utérus va reprendre sa taille et selon les femmes, ça va durer entre 48 heures et 15 jours. Hein, ça, c'est... Là aussi, on n'a pas de chance. Hein, c'est pas tout le monde pareil. Mais qu'après, c'est fini. C'est-à-dire qu'après, vos tétées, elles vous feront plus mal. Oui, et de toute façon, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, que cet utérus reprenne sa place. De toute façon. Tété ou pas, il reviendra au même endroit, peut-être un peu plus lentement, mais il y reviendra, donc il y aura des tranchées. S'il doit y en avoir avec l'allaitement, c'est qu'il y en a aussi sans. Oui, bien sûr. Ok, et concernant la douleur de la cicatrice en elle-même, donc ça, c'est les positions dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, ça, c'est juste faire attention à ce que le bébé touche pas la cicatrice en tétant. Donc, le décaler pour qu'il soit appuyé plus sur les côtés, sur les hanches, plutôt que sur le centre du ventre. Et souvent, ces douleurs-là, elles partent quand même très vite. Souvent, j'ai des mamans qui vont très bien, très vite. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais aujourd'hui, il y a eu des énormes progrès quand même sur les césariennes, avec des cicatrices plus petites, avec des mamans qui ont mal moins longtemps. Ouais.
Ok. Et on rappelle que du coup, opposition classique qu'on vous propose pour allaiter à la maternité, souvent c'est pas très adapté. On vous demande de garder le dos droit, d'être assise à 90 degrés. Et ça va venir appuyer sur votre césarienne. Donc mettez-vous vraiment confort. Comme vous a dit Véronique, vous faites comme si vous regardiez la télé, un bon film dans votre canapé, vous avancez vos fesses, vous reculez votre dos dans le dossier. Mais en fait, souvent, c'est pas une question de dossier à la maternité, c'est une question de lit. Mais ah oui, à la maternité, c'est le lit. On a des lits inclinables à la maternité, donc on peut incliner le lit pour être confortable. Très bien. Comme ça, vous avez toutes les astuces pour avoir le moins mal possible. Est-ce que ça change quelque chose si cette césarienne, donc, elle est prévue en amont, elle est programmée, ou si elle arrive en urgence? Alors, oui, ça change quelque chose, et ça change quelque chose du côté psychologique. Si la césarienne a été programmée, qu'on sait qu'on va avoir une césarienne ou qu'on a de fortes chances d'en avoir une, on s'y prépare dans sa tête. Et c'est important parce que c'est particulier d'accoucher par césarienne. Toutes les femmes ne le vivent pas de la même façon. Il y a des femmes qui rêvent d'avoir une césarienne pour ne surtout pas accoucher par voie basse. Alors, en général, elles ne sont pas très renseignées sur ce que ça donne après, parce qu'elles ont peur de la douleur de l'accouchement, mais elles ne savent pas que la césarienne en elle-même, ça fait mal aussi. Et puis, vous avez aussi des femmes pour qui c'est juste traumatisant l'idée de la césarienne et elles ont besoin de temps pour s'y faire. Donc, déjà, ça, c'est important. Quand on a une césarienne en urgence, justement, on ne savait pas avant. Si elle est en urgence, c'est que c'était pas prévu. Et pour beaucoup de femmes, c'est très difficile à vivre. Il y a un certain nombre de femmes qui vont le vivre comme un échec de leur accouchement, qui vont le vivre comme j'ai même pas été capable d'accoucher, il a fallu sortir le bébé, je suis nulle, des choses comme ça. Ça revient souvent et je trouve de plus en plus parce que voilà, le retour au physiologique, etc. est de plus en plus présent, je trouve, dans les injonctions à l'accouchement le meilleur possible ou je sais pas quoi. Et oui, c'est possible, mais en tout cas, je pense qu'il faut bien avoir conscience que si on vous propose une césarienne, c'est pas parce que vous êtes nul. C'est parce qu'il y a une vraie urgence, soit pour vous, soit pour votre bébé, et qu'on ne va pas prendre le risque qu'il y ait un des deux qui meurt. Donc, en fait, c'est pas un échec de votre part, mais il y a beaucoup de femmes qui le vivent comme ça. Et qui, du coup, se disent qu'elles vont compenser avec l'allaitement. Elles vont réparer quelque chose avec l'allaitement. Sauf qu'on a vu que l'allaitement avec une césarienne, ça pouvait être plus douloureux, plus difficile de s'installer, où on n'est pas toujours à l'aise au début, et que si on n'a pas eu assez de tétée, on risque d'avoir une montée de lait plus tardive, éventuellement moins de lait. Et du coup, c'est un peu la double peine quand l'allaitement se passe mal, parce qu'elles se disent non seulement j'ai pas été capable d'accoucher, mais en plus je suis pas capable d'allaiter. Alors que tout ça c'est lié et que ce n'est pas la faute de la femme. L'immense majorité des cas, c'est juste un défaut d'accompagnement. Et j'en veux même pas aux professionnels qui sont pas non plus formés la plupart du temps à l'allaitement. Donc, en fait, c'est la faute de personne, entre guillemets. C'est un système qui fonctionne comme ça et qui fait que quand il y a un truc qui chie dans la colle à un moment, le reste continue, quoi. C'est à peu près ça. Et c'est important, et je trouve que c'est important pour les professionnels de se rendre compte de l'importance que peut revêtir l'allaitement pour certaines femmes qui ont eu une césarienne. Ne pas le traiter par-dessus la jambe. Clairement, écouter ces femmes qui ont besoin d'avoir un allaitement pour réparer quelque chose. Et si jamais l'allaitement se passe mal, se dire que dans l'immense majorité des cas, on peut récupérer. Et ne pas se dire c'est parce que je suis nulle. Non, c'est pas parce que vous êtes nulle, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Et à ce moment-là, prenez rendez-vous avec une consultante en lactation IBCLC. Et oui, et d'autant plus qu'on a le droit d'avoir une césarienne et en plus de récolter à la loterie un bébé qui a un problème de succion ou je ne sais quoi, et qu'après on peut cumuler les problèmes et ça peut tourner franchement à la situation pas facile à gérer. Donc la césarienne n'est pas une fatalité, les troubles de succion non plus, les deux ensemble non plus, même si c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc surtout, à la moindre difficulté, c'est l'occasion de vous faire accompagner. Et voilà, vous l'aurez compris, la césarienne est quand même un petit handicap dans le parcours qu'il faut traverser. Donc c'est toujours mieux si on est accompagné de personnes qui sont bien formées sur le sujet. Et le papa dans tout ça, ou la deuxième maman, en tout cas la personne accompagnante, quelle place elle va prendre dans tout ça? Est-ce que par rapport aux douleurs, justement, au positionnement, comment elle va pouvoir aider, accompagner cette maman-là plus qu'une autre?
Alors, je dirais plus qu'accompagner, c'est pas tellement accompagner, c'est vivre l'allaitement à 3, Mhm. les parents et le bébé. L'allaitement, c'est pas juste maman et bébé, en fait. C'est clairement une histoire de famille. Et souvent, le deuxième parent peut se dire, mais c'est quoi ma place dans tout ça? Et césarienne ou pas césarienne, en fait, Oui. dans tous les cas, il y a cette question qui se pose. Alors, déjà, un bébé, il a besoin d'être énormément porté. Il peut faire du pot à pot avec les deux parents. Les deux parents peuvent le porter. Et c'est déjà une tâche énorme qu'on peut déjà faire à deux. Après, clairement, en cas de césarienne, le deuxième parent peut être très utile, entre guillemets. J'aime pas ce terme-là, mais... Si, il sera là- utile quand même. Parce qu'on peut avoir besoin d'être deux pour aller chercher le bébé, changer le bébé, apporter le bébé à maman pour qu'elle puisse le mettre au sein. Alors évidemment, à la maternité, on peut avoir le bébé à portée de main quand la chambre de maternité est plutôt bien organisée. Mais même parfois, à la maternité, on a besoin de quelqu'un pour prendre le bébé dans le berceau et aider la mère à s'installer parce qu'au début, on a mal et qu'on peut avoir du mal à se mobiliser. Et que c'est stressant d'entendre son bébé pleurer et de se dire « Oh là, je mets un temps fou à sortir de mon lit ». Donc là, d'avoir quelqu'un qui est présent et qui peut faire ça, c'est aussi important que de mettre le bébé au sein, en fait. Donc oui, on peut avoir vraiment besoin d'aide pour attraper le bébé, pour s'installer, pour installer le bébé au sein. Tout ça, ça va être hyper important. Et puis après, c'est comme pour n'importe quel allaitement, c'est une histoire qui se vit à 3. Ouais. À la maternité, je pense, tu vois, à une maman pour laquelle ce serait pas le premier bébé, donc il y a déjà des grands à la maison, donc un conjoint, par exemple, va être se séparer en deux entre la maison et les grands à gérer et ce nouveau bébé qui arrive et cette maman qui peut-être a une césarienne cette fois-ci. Et si la maman est seule, du coup, la solution, c'est quoi? C'est vraiment de garder son bébé le plus près d'elle. C'est vraiment de garder son bébé, même je dirais sur soi, de se caler. Alors, bien se caler dans le lit de la maternité. Si on a son bébé sur soi, on n'est jamais couché à plat dos. Jamais. Il faut être toujours incliné. Ça, c'est une condition de sécurité pour le bébé. Donc, on laisse le lit incliné. On garde le bébé en appui ventral sur la mère. Jamais autrement. Parce qu'en appui ventral sur sa mère, s'il a un souci, la mère va s'en rendre compte immédiatement. On cale les bras de la maman. Il faut que la maman se cale les coudes avec des coussins, par exemple. Parce que quand on s'endort avec son bébé sur soi et que les coudes sont bien calés, les bras ne vont pas tomber quand on va s'endormir et donc on ne va pas risquer de lâcher le bébé. Et dernière chose très importante, soit on cale un drap sur les barrières de lit. Parce que les barrières de lit, elles sont là pour retenir un adulte. Oui. Mais un bébé, il peut tomber à travers les barrières de lit. Donc, soit on les cale avec un drap pour que le bébé puisse pas passer par les barrières de lit, soit éventuellement on les protège avec un coussin. Bon, j'aime pas les coussins à proximité des bébés, c'est pas le truc le plus sécuritaire. Le mieux, c'est de passer un drap sous le matelas, sur la barrière et à nouveau sous le matelas. Comme ça, le bébé peut pas passer à travers la barrière de lit. Oui. Ça le fait comme un voile, en fait, sur la barrière, c'est ça? Exactement. Et quid d'un bandeau de peau à peau? Alors, le problème, c'est qu'il faut le mettre. Et que quand on vient d'avoir une césarienne, mettre un bandeau de peau à peau, c'est pas forcément super facile tout de suite. Au bout de quelques jours, oui. Mais au tout début, c'est pas forcément facile à enfiler. Si on y arrive et qu'on est à l'aise, un bandeau de peau à peau, très bien. Si on n'y arrive pas, on cale bien les coudes. Et on cale bien le bébé de manière à ce qu'il ne puisse pas toucher la cicatrice. D'accord. Ok. Est-ce qu'on s'est tout dit, tu penses, sur la césarienne? Je pense qu'on a dit l'essentiel. Après, c'est de l'adaptation à chaque bébé, chaque maman. Et souvenez-vous que l'allaitement, c'est toujours une question d'adaptation à chaque bébé, chaque maman, et qu'il n'y a pas de règle en matière d'allaitement. Donc, on observe son bébé et on s'écoute soi. Et c'est le meilleur moyen pour que ça marche. Ok. Et on se fait accompagner si on sent que ça patauge un peu parce que c'est un petit handicap dans le parcours. Alors, autant se faire accompagner pour le passer plus facilement. Tout à fait. Cool. Merci beaucoup, Véronique. De rien. Ravie de t'avoir reçue dans Milkshaker. Et puis, à bientôt pour un nouveau sujet. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum.
Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.